Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. euh, Comment poser la personne humaine dans un système relationnel fondé sur le numérique. C'est la quatrième et dernière vidéo d'un cycle sur les défis du management et du positionnement personnel dans une entreprise confrontée au numérique. Et dans cette vidéo, bien, nous allons essayer de voir quelle est la place réellement que peut trouver aujourd'hui, nouvelle place, que peut trouver aujourd'hui la personne humaine, le travailleur finalement, dans ce nouveau contexte. Alors, la technologie numérique, technologie du moyen de communication et de transmission par excellence, pose la question, et parfois déroutante, au quotidien, de la place de l'être humain dans un système non humain. Et cela va engendrer 5 types de questions. Tout d'abord, les rapports sont-ils encore humains dans un monde numérique? Comment comprendre la cohésion de l'entreprise dans un système où la présence est absente? Qu'en est-il de l'homme face au robot qui fait mieux? Comment penser la relation client? Comment conserver le sens du travail pour la personne humaine? Ce sont ces 5 questions qui sont parfois très cuisantes pour l'entreprise, mais pour l'employé également, pour chacun personnellement. Alors, tout d'abord, nous assistons globalement à une dématérialisation des rapports humains dans l'entreprise. Mais je voudrais noter d'emblée que les rapports humains existent toujours. Ils ne sont pas détruits du tout. Nous parlons bien avec des êtres humains lorsque nous communiquons via le numérique. Le fait d'introduire des robots ou l'intelligence artificielle dans l'entreprise introduit un interlocuteur de plus. Mais lorsque nous communiquons avec des êtres humains, eh bien, nous restons bien dans la relation humaine, malgré la médiation numérique. Et même si Socrate, qui n'a rien écrit, déplorait le développement de l'écrit, une lettre n'est que la forme archaïque du mail. Ce qui a changé, et ce n'est pas rien, c'est notre rapport à ce manuscrit moderne. Car le type de médiation qu'est le numérique, lui, est très particulier. Par exemple, si la lettre était la projection de l'auteur vers le destinataire, le numérique pose un écran, au double sens du terme. Et l'écran, c'est d'abord l'appareil lui-même. Et il ne faut pas négliger les effets toxiques, particulièrement anxiogènes, de cette machinerie particulière. Les effets nerveux et neurologiques de l'écran jouent sur l'usage de cette technologie, que l'on constate plus agressive, plus impulsive. Et ce n'est pas sans handicaper la relation humaine, c'est un fait. Mais l'écran, c'est aussi un filtre qui pose une distance entre l'autre et moi, mais également entre moi et ce que j'écris. Si l'écriture papier reste le prolongement de la main, comme si l'encre venait des veines même, le clavier, lui, crée une rupture entre la main et l'écrit. Et les neurologues en parleraient bien plus en détail que je ne le ferai, évidemment. Mais c'est une réalité qui contribue à dégrader la relation humaine. En outre, le numérique facilite l'anonymat à grande échelle. Caché derrière son écran, c'est comme si nous pouvions, dans la nuit, à l'insu de tous, nous lâcher, nous permettre tout ce que nous ne nous permettrions pas dans la vraie vie. Sauf que cette vie cachée reste une vraie vie, avec des vrais gens. Et elle se révèle en fait une vie de fantasmes, de défouloir, qui mériterait bien souvent de passer sur le fauteuil de Freud. Notre façon d'être caché sur Internet en dit long sur nous-mêmes. Et en ce sens, c'est bien la vraie vie. Car c'est bien une partie de moi, refoulée ou honteuse, ou défoulée, que je laisse s'exprimer. Alors le caractère propre de l'écran, poussant à une certaine agressivité, au moins une irritabilité,
selon le degré d'exposition, ne fait que renforcer la possibilité défouloir du numérique anonyme. La relation numérique, en même temps, je l'ai dit dans le début de cette série de vidéos, la relation numérique, en même temps, c'est la présence instantanée d'un absent. L'autre est là sans être là, ou n'est pas là tout en étant là. C'est une ambiguïté complexe qui donne une relation incomplète que l'on peut volontairement biaiser ou qui peut entraîner une foultitude de malentendus. Parce qu'il y a un problème d'accès à la totalité de l'information relationnelle dans la relation numérique. On peut taire des choses sans que l'autre ne le ressente. On peut falsifier, orienter. Bref, il y a un problème d'honnêteté et de franchise que la distance entre mes doigts et le clavier facilite en fait. Comme si nous créions une distance, non seulement entre l'autre et moi, mais entre moi et moi, réellement. Alors la relation numérique pose fondamentalement la question de la déresponsabilisation. L'éloignement, la distance avec le clavier pose un écran entre l'acte et la responsabilité. Un écran que l'anonymat va renforcer. C'est pas moi, c'est l'anonyme. Bien que cet anonyme soit moi, je n'assume pas ces actes qui ne sont pas les miens. Je peux alors tout me permettre et rien assumer. Et ce réflexe, qui consiste à se croire caché derrière l'écran, comme l'enfant qui, mettant ses mains devant les yeux, pense qu'on ne le verrait pas, eh bien, ce comportement s'étend inconsciemment aux relations numériques avec nos proches, en dehors de l'anonymat. Par exemple, les destinataires en copie sont des symptômes de cette déresponsabilisation qui dilue la responsabilité dans le nombre informel de ceux qui savaient, qui étaient au courant. Et puis la numérisation pose également la question de la communication non verbale, qui peut apparaître en partie dans la vidéo ou dans le téléphone, mais pas complètement, et qui est presque nulle dans les autres usages numériques, dans le mail par exemple. Or, le propre de la relation humaine est de mettre en face deux personnes humaines, et nous savons qu'il rayonne beaucoup d'indicibles d'une personne humaine. Parce qu'un être humain ne se réduit ni lui ni ses actes à ce qu'il dit ou ce qu'il fait. L'agir humain est totalement dépassé par l'être humain. Alors il y a donc une réduction de la relation humaine dans le numérique, qui reste malgré tout une relation entre humains. S'introduit, en revanche, une forme de relation au numérique lui-même qui est souvent personnifiée. On parle à son ordinateur, on utilise des expressions comme « il va me donner la réponse ». Eh bien, cette anthropomorphisation de la machine numérique est d'autant plus dangereuse qu'il y a des similitudes entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Enfin, le numérique pose l'ambiguïté du présent absent et vice-versa, mais également de l'absence au présent. Nous pouvons être seuls avec notre ordinateur dans une pièce bondée d'autres personnes humaines avec lesquelles nous n'interagissons pas. C'est bien sûr le problème des jeunes et de leurs smartphones qui sont plus présents avec vous quand vous êtes loin que quand vous êtes proche. Alors, à l'instabilité chronique liée au temps, la course en avant technologique générant un burn-out structurel dont je parle dans la vidéo précédente, s'ajoute une instabilité physique liée à l'espace.
l'incapacité à être là où nous sommes. Alors le numérique, par ses travers comme par ses capacités, a généré un comportement d'absence et d'incapacité à être présent à l'autre physiquement. Il semble plus facile d'être avec quelqu'un par médiation, avec toute la réduction de cette médiation dont j'ai parlé, que d'être avec lui en pleine relation. Comme si la communication non verbale dévoilait l'anonymat. Derrière cela se cache un rapport à la vérité de la relation, à la transparence, qui conditionne notre rapport au monde réel, notre façon d'être en relation en entreprise, dans la société, mais aussi en famille, entre amis. Évidemment, cela va poser la question de la cohésion dans l'entreprise. Et derrière cela, toute celle de la culture d'entreprise à transmettre, à inspirer, à véhiculer. L'esprit d'entreprise ne peut pas être le même entre des personnes humaines qui se regardent qu'entre des employés qui s'isolent. Or, ici, l'écran, la médiation dans les relations, fait perdre la spontanéité de l'échange, la rapidité de la confrontation et la mutualisation dans ce qu'on appelle le brainstorming, qui n'est pas la même par note de service que dans une rencontre autour d'un café. Alors, dans la relation numérique, la personne humaine reste un employé occupant un poste avec des compétences précises, tandis que dans la relation humaine, la personne humaine est un être vivant, au talent et à la vérité ultime qui déborde largement ses compétences techniques. Alors, outre le fait que cela peut permettre de mutualiser des compétences transversales ignorées des autres destinataires de la chaîne de mail, eh bien cela offre à l'employé une possibilité de déploiement personnel bien plus vaste et moins exiguë que ne l'imposent les limites de ses fonctions dévolues, réduites dans le numérique. Et cette relation dans l'entreprise, à l'être total qui est en face de nous, la compréhension de cette plénitude non réductrice sera toujours le supplément d'humanité que n'auront pas les robots. Alors, cela m'amène à ma deuxième question. Les robots font mieux que l'homme. D'accord, mais ils font mieux quoi? Certes, ils sont de meilleurs exécutants, de plus productifs techniciens, et certains peuvent gérer leur propre dysfonctionnement. C'est vrai. Ils ont une technologie qui démultiplie la technique et surpasse les possibilités humaines pour une foultitude de gestes techniques. Mais même intelligente, une machine est programmée. Programmée par l'homme, mais programmée pour agir. Ce qui veut dire qu'une machine est déterminée et ne peut sortir de ce déterminisme que par un bug. Un robot, une intelligence artificielle, ne pourra jamais que combiner des données qu'elle a en sa possession, comme l'homme qui ne peut que décider en fonction de ce qu'il connaît. Mais l'intuition, le ressenti de la communication non verbale échappe et échappera toujours au robot, même s'il peut, via de puissants algorithmes, adapter sa réaction en fonction de fortes probabilités. Se pose alors la question de la responsabilité. Qui est responsable des actes du robot? Lui qui est déterminé à agir? L'utilisateur? Le propriétaire? Ou le concepteur? Alors quand les dégâts sont importants, les assurances cherchent à déterminer les responsabilités et on étudie sérieusement l'idée de la responsabilité pénale du robot. Mais dans le concret de l'activité de l'entreprise, il y a aussi une dilution de la responsabilité. Et parfois, les conflits avec les machines elles-mêmes sont en jeu, dès lors qu'elles sont autonomes. Et cela ira grandissant avec le perfectionnement de la machine et le développement illusoire de l'intelligence artificielle. Alors, dans certaines situations,
on en arrive à faire plus confiance à la machine, dont l'analyse fait loi, et devient ordre à appliquer. Et en cas d'erreur, elle devient, machine, responsable, et donc parapluie de déresponsabilisation. Et ainsi, la machine qui ne demande rien à personne se retrouve le véritable chef de service. L'homme, sans s'en rendre compte, délaisse au profit d'une technologie sans capacité de responsabilité, c'est-à-dire de répondre de ses décisions, l'homme se délaisse de sa part d'autorité. Cette part que lui a confiée son employeur, à lui et non à la machine. Si la machine fait mieux que l'homme, elle ne peut savoir mieux que lui. Elle peut connaître plus de choses. Mais son responsable, comme tout N+1, doit avoir la compétence de décider. Et il y a là un double problème. Celui de la compétence réelle de l'utilisateur, de la machine, et la culture ambiante de parapluie sécuritaire. Et pour ne pas assumer sa responsabilité ou faute de compétence, on se décharge sur la machine pour sauver sa peau. Le problème du robot qui fait mieux que l'homme est aussi une confiance en la capacité de l'homme lui-même. Or, la supériorité de l'homme sur la machine, c'est de la programmer, de la maintenir à sa place d'outil, fût-il une puissance phénoménale. Et là, la formation continue doit prendre en compte cet aspect fondamental de l'être humain, qu'est la capacité à la responsabilité et donc à la prise de risque. Aujourd'hui, le robot écrase l'homme parce que l'homme a peur d'être homme. Le robot écrase l'homme parce que l'homme a peur d'être homme. Troisième question, celle de la relation client. Nous sommes confrontés à cette exaspérante machine qui ne comprend rien, qui n'a pas de réponse, qui nous balade de touche dièse en touche bémol. Et dans nombre de cas, avant d'accéder à l'entreprise, il faut passer par un cerbère anonyme, sans âme, une sorte de porte de bronze, pas très engageante, et il faut bien des assauts pour en venir à bout, sans parler des relances combinatoires par mail, simplement parce que le service n'a pas pris en compte votre dernier mail de régularisation. Bref, cela détruit la relation et pose la question de la place de l'entreprise dans la société et dans le système de relations humaines. L'entreprise n'est pas une personne humaine, mais elle est composée d'êtres humains. Et si nous avons affaire à la boîte, nous voulons en fait réellement échanger avec quelqu'un. Alors, l'entreprise est-elle un bunker inaccessible, comme Facebook, devenant totalitaire à la limite de l'honnêteté, puisque ne rendant aucun compte à ses abonnés? L'entreprise est-elle un simple fournisseur de la chaîne client? Les responsables d'entreprise savent bien que le service client est primordial, car on ne garde pas un client uniquement parce que c'est moins cher ou de bonne qualité. À qualité et prix égaux, la relation client sera déterminante pour fidéliser. Et qui dit fidéliser dit confiance. C'est le même mot, c'est la même racine. Or, la confiance est la relation propre entre êtres humains. Et ici, nous retrouvons la culture d'entreprise, l'esprit d'entreprise. Un employé qui se sent bien dans sa boîte la rendra attractive aux clients. Alors, dans de nombreux cas, le numérique facilite la vie du client et améliore la relation client-entreprise. Mais dans beaucoup d'autres, elle dépersonnalise la relation et donc l'entreprise, en faisant un repoussoir isolé derrière des grandes douves et fortifications. Mais pour d'autres entreprises, la question est bien plus identitaire. Comment maintenir la culture même de l'entreprise lorsque celle-ci est fondée sur la relation directe de personne à personne à l'heure du numérique? C'est le cas de nombreuses associations caritatives, par exemple.
Et puis plus largement, de la relation de l'entreprise au numérique dépend donc la relation de l'entreprise à ses employés et à ses clients. Et au-delà, pour l'employé, se pose la question du sens que l'on retrouve à l'appel dans les bilans de compétences. C'est la question principale chez les jeunes. Ce qui m'amène à mon nouveau point, quel est le sens du travail pour la personne humaine à l'ère du numérique? La question du sens est celle du pourquoi, en 2 mots. Question qui se décline en pour qui. Et de la réponse dépend toute la motivation du travailleur, indépendamment du besoin alimentaire et de l'amour du travail bien fait. Il se trouve que dans une société comme la nôtre, en perte de sens et fortement dépressive, à l'heure où les solidarités familiales sont ébranlées, où l'isolement frustre la nécessité naturelle du don de soi inscrite en chacun, eh bien le métier est un des lieux qui s'est vu fortement chargé d'une exigence de sens ces dernières années. Or, le sens est lié au don de soi. On donne et on se donne pour un but, une cause, un objectif. Alors la question du sens au travail est une poupée de gigogne. Il y a imbriqué le sens de sa propre vie, le sens de son métier, le sens de l'entreprise, le sens du bien commun. Et il apparaît clairement aujourd'hui, et c'est flagrant dans les bilans de compétences, que les jeunes générations quittent facilement une entreprise dont l'orientation générale n'est pas conforme au sens que l'employé veut donner à sa vie et donc à son métier. Et faute d'autres lieux, l'entreprise porte cette exigence de sens comme le besoin vital de son personnel. Parce qu'on se réalise dans l'agir, mais plus encore dans l'adéquation, le rapport à ce que l'on fait et ce que l'on porte. L'adéquation de ce que l'on fait et ce que l'on porte. En d'autres termes, il y a aujourd'hui un besoin de cohérence et de lisibilité entre le métier, l'entreprise et le sens. Ce doit être la même ligne. Et c'est du reste le véritable enjeu de gestion RH aujourd'hui entre RH et bien-être au travail, en plus des conditions de travail, d'hygiène, etc. Parce que derrière se trouve la question de notre apport au bien commun, à la société, à l'humanité. Et si l'entreprise vit coupée dans sa bulle numérique, comme un simple maillon de la chaîne économique, eh bien elle va se déconnecter du sens. Et en vivant retranché des relations humaines derrière l'écran ou l'obstacle numérique, eh bien elle interdit la possibilité de don. Et nous retombons alors sur le risque natif de burn-out que j'ai évoqué dans la vidéo précédente. Alors pour conclure, je dirais que nous constatons, en tout cas dans les bilans de compétences, une rupture toujours plus grande entre métier et appel profond. Une rupture que les jeunes trentenaires ne veulent plus vivre comme un tiraillement des années durant et que les quarantenaires portent comme un poids démobilisateur. Pourquoi il convient d'être attentif à ce que le média qu'est le numérique reste bien un pont et non un mur. Alors, pour en savoir plus et mieux discerner votre cohérence interne entre aspiration et compétence, votre perspective personnelle, votre place dans la société, dans l'entreprise, dans votre vie, eh bien, je vous offre de télécharger l'e-book Bilan de compétences en 12 étapes que vous trouvez dans la description de cette vidéo et je vous donne rendez-vous de l'autre côté de cet e-book.